Tikeo, qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Laure Villepelé, directrice RSE de Tikeo, que j'invite à me rejoindre sur scène. Je vous en prie, rejoignez-moi. On peut l'applaudir. Retour d'expérience. Bonjour. Encore un particulièrement intéressant. On poursuit le fil rouge, mesures de performance extra-financière. Alors en pratique, chez Tikeo Capital, comment essayez-vous de contribuer à cette finance durable? Dites-nous tout. Alors, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été déjà très bien dit. Mais la finance durable, en fait, il y a vraiment un spectre assez large. Et nous, chez Tikeo, comme chez Zurich, et je trouve ça super, on part de la science pour identifier en fait des challenges auxquels on souhaite ensuite contribuer. Évidemment, le rôle de la finance et des financiers, c'est pas de résoudre tous les challenges, mais avec la feuille de route des 17 objectifs de développement durable que vous connaissez tous, les principaux sont identifiés et donc on peut aussi se concentrer sur certains d'entre eux. Donc nous, chez Tikeo, en pratique, on s'est fixé pour objectif en fait, de travailler sur notamment le climat et la biodiversité. Donc pour ça, en fait, on revient tout simplement aux émissions mondiales annuelles, à regarder en fait leur découpage. Et donc sur ce sujet qui est quand même clé, hein, d'arriver à net zéro d'ici 2050 et d'avoir un pic en 2025. Donc on voit que 3/4 des émissions de carbone sont liées en fait aux consommations d'énergie dans les bâtiments, dans le transport, dans l'industrie. Et puis le dernier quart sur en fait, la foresterie donc, et l'agriculture. Donc nous, pour ça, on a lancé en 2020 une plateforme à impact avec un premier volet sur la décarbonation. Parce qu'on avait en fait un partenariat avec des experts de cette thématique. Évidemment, nous les financiers, on n'a pas forcément toutes les connaissances, donc on doit faire des partenariats. Et donc on a lancé un fonds dédié à la transition énergétique. À l'époque, on ne l'appelait pas décarbonation, parce que le terme en 2018 n'était pas à la mode, mais c'est bien l'enjeu. Et on se concentre en fait sur des thématiques assez simples, des technologies qui existent aujourd'hui, comme l'efficacité énergétique, la mobilité bas carbone, ou tout simplement les énergies durables. Le deuxième volet, c'est l'agriculture régénératrice et toute la chaîne en fait autour de l'agri-food durable. Donc là, c'est peut-être un peu plus innovant parce qu'il y a de nombreuses initiatives, mais un vrai besoin, comme le disait à l'instant Florence, de passer à l'échelle. Et donc là, on lance un fonds en partenariat avec Unilever et AXA Climate pour avoir à la fois la connaissance business de la chaîne agro-food et aussi la connaissance climat sur les risques sur ce fonds. Puis on a d'autres thématiques historiques comme la cybersécurité parce qu'une de nos filiales, Tikeo Ace, était spécialiste de ce sujet. Mais évidemment, on n'adresse pas l'ensemble des ODD. Vous voyez qu'on s'est concentré seulement sur certains d'entre eux. Parlons de la réglementation européenne. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre approche ? Volontiers. Alors, la réglementation européenne, donc, de quoi on parle ? On parle du Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui est entrée en vigueur en mars 2021 et qui, comme le disait Pascal Canfin, est d'abord un gros package autour de la transparence. Donc ça a des conséquences évidemment énormes pour les investisseurs. Je dois quand même dire qu'on n'a pas attendu ce package pour la finance durable pour qu'il y ait des initiatives. Donc en fait, si on regarde depuis des décennies, il y a un certain nombre de pratiques et d'approches qui sont mises en place par des acteurs financiers. Donc en fait, si on regarde un peu le spectre de l'investissement durable, donc celui qui ne se concentrerait pas du tout sur des critères ESG jusqu'à la philanthropie, on a les exclusions, l'intégration ESG, l'engagement et puis l'investissement thématique et à impact que je viens d'évoquer. Et donc, sur ce spectre, les asset managers, les gestionnaires d'actifs qui répondent notamment aux recherches de la Global Sustainable Investment Alliance disent qu'en fait, environ un tiers de leurs actifs seraient gérés avec ces critères d'exclusion, d'intégration ESG et d'engagement. Le problème, c'est qu'il y avait un énorme flou parce qu'on ne sait pas, en fait, sur ces 35 trilliards mondiaux qui étaient gérés, quels étaient, en fait, le degré d'intégration. Et c'est un peu ça que vient faire le package pour la finance durable, c'est de dire on ne peut pas considérer de la même façon une simple exclusion, par exemple, sur le tabac, qui aurait, en fait, aucun impact sur la stratégie
stratégie d'un acteur financier ou alors une stratégie où on va vraiment définir un objectif d'investissement durable et pour chaque ligne qu'on met dans le portefeuille, avoir une démarche d'impact. Et donc, la réglementation, qu'est-ce que ça change? Bon, alors au quotidien, évidemment, c'est des acronymes en plus. Je ne les ai pas tous mis. Ici, il manque SASB, ISSB. Enfin, voilà, c'est un flot d'acronymes. Mais en fait, au-delà de ce flot d'acronymes, c'est vraiment pour les gérants, pour les équipes d'investissement qui disent qu'ils veulent investir durablement, c'est de devoir le prouver. Et ce qui est très intéressant dans le package pour la finance durable, c'est que pour la première fois, en fait, l'Union européenne spécifie qu'il faut regarder une contribution positive, c'est pour ça que je l'ai mis en orange et je l'ai souligné, et la contribution positive peut se calculer par rapport à la taxonomie, mais cette taxonomie européenne, aujourd'hui, elle couvre un nombre d'activités environnementales assez réduites, mais elle doit aussi prendre en compte le Do No Significant Harm, alors que j'ai placé en bleu, et notamment à travers les PAI. Et j'imagine que parmi vous, cet acronyme n'est pas très clair. Qui connaissait déjà PAI avant de venir dans la salle? Ah, quand même quelques-uns. Voilà. Et pourtant, c'est clé parce qu'en fait, la finance durable, encore une fois, ce package européen, c'est une contribution positive, mais c'est aussi regarder tous les risques d'impact négatif et qui se mesurent notamment à travers 14 indicateurs qui sont assez basiques. Il y en a plusieurs sur le carbone ou encore, par exemple, sur les écarts salariaux hommes-femmes. Et donc, c'est vraiment clé pour les entreprises de travailler sur les PAI. Et puis, il y a aussi des pratiques de bonne gouvernance qui sont peut-être plus largement répandues au sein des grandes entreprises européennes, mais pour les PME et TI, il peut y avoir des enjeux. Et je voudrais finir sur cette idée de contribution positive, parce qu'ici, pour moi, c'est vraiment l'enjeu clé. Pascal Canfin le disait, en fait, l'objectif de l'Union européenne, c'est d'avoir une vraie transformation systémique. Et du coup, ça pousse en fait les asset managers à aller beaucoup plus loin dans leur approche. Nous, chez Tikehau, concrètement, ça veut dire que quand on regarde des business, on se pose la question non seulement de la démarche qu'ils entreprennent, mais aussi des impacts positifs et négatifs de leur activité. Concrètement, on a eu par exemple l'opportunité d'investir dans une compagnie spécialiste des alliages allégés pour des véhicules, mais leur marché, c'était des véhicules de luxe, c'était pas des voitures citadines. Et du coup, nous, dans notre analyse en fait de contribution positive, on ne pouvait pas faire rentrer la croissance des véhicules de luxe dans le positif. Et c'est pour vous dire qu'il y a un vrai changement de paradigme pour les financiers qui veulent faire de la finance durable, c'est d'aller beaucoup plus loin dans les analyses qui sont conduites. Évidemment, on doit se doter d'experts environnementaux. On a plus de moyens en private equity. En fait, on peut mettre sur la table des dizaines de millions d'euros pour faire des recherches. Et quand il s'agit des stratégies liquides, donc des investissements dans les actions ou les obligations, les moyens financiers sont peut-être plus faibles. Mais dans tous les cas, on doit investir largement pour éduquer, pour donner aux gérants en fait, les moyens d'évaluer ces contributions. Et même si les méthodologies ne sont pas abouties, on n'a pas d'excuses, on doit intégrer ces critères. Et du coup, pour moi, le message aujourd'hui, c'est pour vous, entreprises, je pense que c'est très important d'essayer d'être le plus transparent possible sur vos produits et vos services, sur la part du chiffre d'affaires durable. On a vu des précurseurs comme Schneider qui, avant que la taxonomie arrive, commençaient à communiquer sur ces sujets. Évidemment, on n'aura pas tous les éléments, toutes les méthodologies, mais si vous identifiez déjà des critères, ça peut aussi permettre aux gestionnaires et aux investisseurs qui étudient votre entreprise d'aller plus vite, de gagner du temps et potentiellement d'avoir aussi un intérêt. Le message est parfaitement passé. Merci beaucoup Laure Villepelé, directrice RSE Tikehau. Avec plaisir. Prends ça.